On va passer aux variables globales. Tac, tac, tac. Donc là, notre x, on va le sortir du main et on va le mettre en dehors. Et on va le compiler. Attention, j'ai pas mis cd. Hop, page 66.c, blablabla. Ok, et l'exemple, il le charge dans Oli ou pas? Ou il fait que des... Ah, il est ici data segment comme xdword. Donc là, en fait, il nous l'a mis dans un data segment. Quand il est en variable globale, il est mis comme ça. Dans ce cas, la variable x est définie dans la section data et il n'y a pas de mémoire allouée sur la pile locale. Elle est accédée directement, pas par la pile. Les variables globales non initialisées ne prennent pas de place dans le fichier exécutable. En effet, pourquoi aurait-on besoin d'allouer de l'espace pour des variables initialement mises à 0? Mais lorsque quelqu'un accède à leur adresse, l'OS va y allouer un bloc de 0. Maintenant, assignons explicitement une valeur à la variable, int x égale 10. Donc là, en fait, ouais, elle a accédé directement, et quand elle a accédé, l'OS, il fait son travail. Par contre, sinon, elle prend pas de place, quoi. Et là, on va recompiler. Là, ça a changé. Là, on a bien une valeur de A qui vaut 10. Nous obtenons data segment machin A, double dword, un truc comme ça, ok. Qui signifie dword 32 bits. Ok, ok. Pas un double dword, c'est juste un dword. Ici, nous voyons la valeur machin machin. Si vous ouvrez le .exe compilé dans IDA, vous pouvez voir la variable x placée au début du segment data. Et si vous ouvrez le exe compilé dans l'exemple précédent dans IDA, où la valeur x n'était pas mise, vous verrez quelque chose comme ça. Ok, x est marqué avec un point d'interrogation avec le reste des variables qui ne doivent pas être initialisées. Ceci implique qu'après avoir chargé le exe en mémoire, de l'espace pour toutes ces variables doit être alloué et rempli avec des zéros. Hop, il nous sort une petite norme, sympa. Mais dans le fichier exe, ces variables non initialisées n'occupent rien du tout. C'est pratique pour les gros tableaux par exemple. On peut charger notre exemple dans Holidebug. F9, on va ici, on a déjà notre breakpoint F9. Et il va jusqu'où lui? Il va jusqu'au A de SP8, donc il va jusqu'ici. Donc il va après le scanf. Ok, ici, hop, il nous demande notre valeur, 1, 2, 3 toujours. On est bien après, ok. Et une fois qu'on est là, hop, on va clic droit ici, suivre dans la vue exa. On a notre petite 7b, notre petite valeur qui est bien à cette adresse-là, donc 4EE00 dans mon cas pour cette exécution-là. La variable se trouve dans le segment de données après que l'instruction push poussée de l'adresse de x ait été exécutée. L'adresse apparaît dans la fenêtre de la pile. Cliquez droit sur cette ligne et choisissez following up. La variable va apparaître dans la fenêtre de mémoire sur la gauche ici. Après que nous ayons entré 1, 2, 3 dans la console, 7b apparaît. Ok. Pourquoi est-ce que le premier octet est 7b? Logiquement, il devrait y avoir 0007b ici. La cause de ceci est référée comme Indian S et x90 utilise Little Indian. Cela implique que l'octet le plus faible, de plus faible poids, est écrit en premier et le plus fort en dernier. Revenons à l'exemple, la valeur 32 bits est chargée depuis son adresse en mémoire de... L'adresse en mémoire de x est 0 machin bidule, donc nous c'est ça, c'est notre 4EE machin. Ah oui, lui il veut faire quoi? Lui il veut Alt M. Je fais Alt M. Nous pouvons voir que cette adresse se trouve dans le segment PE, point data de notre programme. Ok, c'est ce que je vois également. En 64 bits, est-ce que ça change grand chose? Le code est presque le même qu'en 32 bits. Notez toutefois que l'adresse de la variable x est passée à scanf en utilisant une instruction LEA, d'effective adresse, tandis que la valeur de la variable est passée au second printf en utilisant une instruction move. Machin fait partie du langage d'assemblage, aucune relation avec le code machine OK, indique que la taille de la variable est de 32 bits et que l'instruction move doit être encodée en conséquence. Ensuite, donc lui il fait avec ARM, OK, ARM64 en MIPS. Je vais zapper tout ça pour l'instant. Donc on arrive à la partie 1.9.4. Comme il a déjà été écrit, il est plutôt dépassé d'utiliser scanf, oui. Mais si nous devons, il faut vérifier si scanf se termine correctement sans erreur. Elle nous fait un petit if scanf %d de ex est égal à 1. Donc ça c'est bien passé. Donc si scanf retourne 1 dans ex comme on a vu tout à l'heure, c'est que tout va bien. Par norme, la fonction scanf renvoie le nombre de champs qui ont été lus avec succès. Dans notre cas, si tout se passe bien et que l'utilisateur entre un nombre, scanf renvoie 1 ou en cas d'erreur 0. Ajoutons un peu de code C pour vérifier la valeur de retour et afficher un message d'erreur en cas d'erreur. Cela fonctionne comme attendu. Donc quand on l'exécute, hunterx 123 123 c'est bon, hunterx ouch, voilà, donc là c'est pas un nombre, donc il fait une petite erreur, très bien. Et donc là si je mets un nombre beaucoup trop grand, ça fait -1. Ok. Bon, je sais que j'ai pas le même code que lui là, mais je vais juste voir vite fait. Hop. Et donc là, si on met une string, il met 10. Si je mets n'importe quoi, il met 10. Ok. Voici ce qu'on obtient en sortie d'assembleur avec MSVC. Donc là, tout de suite, on peut voir qu'on a un CMP, on a un compare, on a un jump. Donc si c'est vérifié, hop, on saute à LN2. Hop, what you entered E. Et sinon, on continue. Tac, 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 tac. Et on a le printf, etc. Ok. Donc dans cette partie, il nous explique comment le compare jump fonctionne. Il va y avoir une comparaison et en fonction du résultat de la comparaison, le jump va être exécuté ou non. Donc là on a un JNE, JNE c'est jump not equal. Donc si lorsqu'on fait la comparaison ce n'est pas égal, pardon, ça saute, sinon ça continue. Donc là si c'est pas égal, hop ça continue.
Touk 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 touk, ça exécute notre printf et sinon ça jump au ln2 et ça print le what you want to read. Donc on peut dire que comparer une valeur avec une autre est usuellement implémenté par la paire CMP-JCC ou JCC le code de condition. CMP compare deux valeurs et met les flags du processeur, donc soit 0, soit 1, etc. Là si on fait ça, hop, les flags, voir aussi Wikipédia. Donc là on peut aller sur Wikipédia. Donc on a CF pour le carry flag, on a ZF pour le 0 flag. Donc si le résultat d'une instruction est 0 ou pas, et on a d'autres, on a plein d'autres flags comme ça. Cela peut sembler paradoxal, mais l'instruction CMP est en fait un sub, une soustraction. Toutes les instructions arithmétiques mettent les flags du processeur, pas seulement CMP. Si nous comparons 1 et 1, donc ça fait une soustraction, donc 1 moins 1 donne 0, donc le flag ZF va être mis. Quand il dit va être mis, c'est-à-dire que le flag ZF est à 1. Donc si le flag ZF est à 1, ça veut dire que l'opération qui a été faite, elle vaut 0. Dans aucune autre circonstance, ZF ne sera mis à l'exception que les opérandes ne soient égaux. JNE vérifie seulement le flag ZF et saute seulement s'il n'est pas mis à 1. JNE est synonyme pour JNZ, jump if not 0, jump si non 0, donc jump si not égal. L'assembleur génère le même opcode pour les instructions JNE et JNZ, donc l'instruction CMP peut être remplacée par une instruction sub et presque tout ira bien. À la différence que sub altère la valeur du premier opérande, CMP est un sub sans sauver le résultat, mais en modifiant les flags. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est ça. Essayons de hacker notre programme. On va pirater notre programme. On va lui faire faire quelque chose de fou. Et là, il faut qu'on aille jusqu'à l'instruction push AX, donc ici. Là, on fait un petit F8, 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 F8. Contient ici un tiers des données aléatoires. Ok, donc c'est 0. Dans notre cas, il n'y a pas de données aléatoires. Très bien. Lorsque scanf s'exécute dans la console, entrons quelque chose qui n'est pas du tout un nombre. Donc nous, on va aller exécuter notre petit scanf. On va mettre n'importe quoi. Dans EAX, on a 0. Et là, on va faire... où est-ce qu'il a dit hop, essayons de hacker notre programme. Clic droit sur AX parmi les options, set to 1. Clic droit, modifier la valeur. Et nous, on va mettre 1. Donc là, en fait, on a modifié pendant l'exécution la valeur, ce qui fait que là, quand on va arriver au compare, eh ben ça va bien se passer, en fait. On va avoir notre print qui va s'exécuter. Attention, fn, tac, F8. Compare, donc là on arrive au jump, hop, il va continuer. Et donc si j'exécute le printf, ça va bien nous print comme lui. Donc là je peux faire F8, F8, F8. Et ici ça nous print 0, donc ça ne nous fait pas comme lui. Hein. Nous ça nous met 0, parce qu'on n'avait pas de bruit aléatoire dans la pile, je suppose, parce qu'on avait 0. Que notre bruit aléatoire c'était 0. Et la représentation décimale du nombre dans la pile, voilà, ok, c'est ce que je viens de dire, donc tout va bien. On a modifié en cours d'exécution. Pour l'exemple avec You, je vais pas le montrer dans cet épisode. Et pour l'exercice de la fin de cette partie, vous pouvez le retrouver en description, un lien vers une vidéo non répertoriée, vers ce qui est, je pense, être la réponse.